Dans une clinique de luxe pour femmes à Atlanta, une femme noire enceinte arrive seule pour un examen de contrôle programmé. Mais au lieu de recevoir des soins, elle est confrontée aux insultes cruelles d'un médecin blanc qui la traite de femme abandonnée. Quelques instants plus tard, elle est faussement accusée de vol et traînée vers la sécurité comme une criminelle. Ce que le personnel ne sait pas, c'est que son mari, calme, implacable, et dangereusement puissant, est déjà en route. Et lorsqu'il franchira cette porte, ils recevront une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez. Nous aimons entendre vos pensées. C'était une chaude matinée de printemps à Atlanta. Le genre de matinée où l'air est doux, où la lumière du soleil filtre doucement à travers les arbres, et où les trottoirs bourdonnent d'un mouvement silencieux. Des mères poussent des poussettes, des retraités sirotent un café, la vie continue, sans hâte. Le centre médical pour femmes d'Eastbrook se dressait comme un monument de marbre à l'angle de Junipé et Pont-Oléon. Des panneaux de verre, de la pierre polie, et le genre de silence que seul l'argent peut acheter. À l'intérieur, la climatisation murmurait au-dessus des fauteuils en cuir et des compositions florales qui semblaient trop parfaites pour être vraies. Daniel Carter se tenait devant l'entrée principale, une main posée sur son ventre rond, l'autre serrant doucement la sangle de son sac fourre tout usé. Enceinte de 6 mois et rayonnante de grâce maternelle, elle portait une robe de maternité bleu doux qui épousait parfaitement sa silhouette. Propre, simple, mais loin d'être de marque. Sa peau, d'un brun profond et chaud, contrastait magnifiquement avec la lumière du matin, mais elle attirait aussi les regards des couples blancs qui passaient devant la porte vitrée sans la saluer. Une réceptionniste leva les yeux de son bureau, puis les baissa aussitôt, feignant de ne pas la voir. Daniel prit une profonde inspiration, le genre qui masque l'anxiété derrière la routine. « Très bien, bébé », murmura-t-elle dans sa barbe, en caressant doucement son ventre. « Allons faire ce contrôle. Papa sera bientôt là. » Sa voix était calme, mais fatiguée. Ses yeux glissèrent vers l'heure sur l'écran de son téléphone, 10h17. Ethan était censé la rejoindre à 10h30. Il avait été appelé sur le terrain ce matin-là à cause d'un dossier au bureau du district américain. Il avait promis qu'il se dépêcherait et elle l'avait cru. Ethan avait toujours tenu parole. Il y avait tout de même une petite piqûre, discrète mais persistante. C'était censé être leur premier scanner 4D. Une étape importante. Un premier aperçu de la petite vie en elle. Et maintenant, elle entrait seule dans cet endroit. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle. Lorsqu'elle pénétra dans le hall, tous les sons semblèrent étouffés sous le poids d'un silence poli. La réceptionniste, une jeune femme blonde d'une vingtaine d'années, leva à peine les yeux. Daniel s'approcha lentement du bureau. « Bonjour, Daniel Carter. J'ai rendez-vous à 10h30 avec le docteur Albert, dit-elle d'un ton poli mais ferme, habituée à devoir prouver sa légitimité dans ce genre d'endroit. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux cherchaient en vain un signe de réciprocité. La réceptionniste cligna des yeux, nota le nom, puis lança à Daniel un regard trop long. Pas franchement impoli, mais empreint d'un calme jugement. Elle tapota sur son clavier, les yeux légèrement plissés. « Vous êtes ici pour le docteur Alir ?» demanda-t-elle, comme si le nom lui était étranger. Daniel hocha la tête, son sourire vacillant. « Oui, rendez-vous pris il y a 2 semaines, confirmé par téléphone hier soir. » Une pause. « Je vois », dit la jeune femme, avant de lui tendre un bloc-notes avec l'indifférence mécanique de quelqu'un qui croit rendre service. « Veuillez remplir ceci. » Alors que Daniel prenait le formulaire et s'asseyait, elle sentit l'air lourd d'un non-dit. Des femmes, sac à main de luxe sur les genoux, chuchotaient en face d'elle. L'une d'elles regarda Daniel, puis son propre sac, qu'elle serra un peu plus fort. Un homme blanc plus âgé, peut-être un mari, s'agita, mal à l'aise, évitant soigneusement son regard. Elle tenta de ne pas se laisser atteindre. Elle se répéta, « C'est pour le bébé. Tu es là pour ton enfant. » Mais même en remplissant les formulaires d'une écriture parfaite, ses doigts tremblaient légèrement. Chaque seconde sans Ethan la rendait plus vulnérable dans un lieu comme celui-ci. Et, quelque part derrière l'une de ces portes élégantes, une tempête l'attendait. Daniel venait à peine de terminer la dernière page du formulaire quand son nom fut appelé. L'infirmière ne sourit pas. Debout, en blouse blanche, presse-papier à la main,
les yeux rivés sur ses bagages. Danielle se leva lentement, posant une main sur le bas de son dos pour ramasser son sac. Elle tenta un sourire en s'approchant, mais l'infirmière s'était déjà retournée et marchait dans le couloir. Le couloir était propre, impeccable, uniforme. Une douce musique de fond, probablement destinée à rassurer, résonnait à peine. Mais pour Danielle, c'était comme un masque posé sur quelque chose de pourri. Des portraits encadrés de mères blanches tenant des nouveau-nés bordaient les murs. Et, l'espace d'un instant, elle se demanda si une femme qui lui ressemblait avait déjà figuré sur une de ses brochures. Elles s'arrêtèrent devant la salle 3B. L'infirmière poussa la porte et lui fit signe d'entrer. « Le médecin vous recevra bientôt », dit-elle sèchement, refermant la porte avant que Danielle ait eu le temps de la remercier. La pièce sentait l'antiseptique et la lavande. Le lit d'examen était soigneusement rangé, un écran dans un coin clignotait faiblement. Danielle s'assit prudemment sur le bord, lissant sa robe, tentant de calmer sa nervosité. Elle vérifia de nouveau l'heure, 10h43. Ethan était en retard. De quelques minutes seulement, mais chacune semblait durer une éternité. Puis la porte s'ouvrit avec un clic discret, et le docteur Lindsay Albert entra. Blouse blanche, posture droite, cheveux blonds tirés en un chignon serré, yeux gris et froids. Elle ne salua pas Danielle. Ne lui serra pas la main. Ne sourit pas. Elle la fixa simplement. Il y eut un silence, trop long. Si long qu'il en devint personnel. Puis, d'une voix teintée de condescendance, elle dit. « Alors, vous êtes Danielle Carter ?» Danielle se redressa, essayant de lire le ton sans montrer de peur. « Oui, bonjour. Je crois qu'on fait le scanner 4D aujourd'hui. » Le docteur Albert ne bougea pas. Son regard glissa sur le corps de Danielle, non pas comme un médecin examine un patient, mais comme un juge évalue une intruse. « Vous êtes venue seule, dit-elle d'un ton neutre, comme si c'était une faute. Danielle hésita. « Mon mari a eu une urgence au travail. Il est en route. » Un sourire narquois effleura les lèvres du docteur. « Bien sûr, » murmura-t-elle, avant de se tourner vers le comptoir, ajustant quelques papiers avec une précision presque théâtrale. Son ton changea. Il devint tranchant, volontairement cruel. « Laissez-moi deviner. Vous ne savez pas qui est le père ? Ou peut-être qu'il a décidé que ce n'était plus son problème. Ce matin-là, il en avait assez de ses responsabilités. » Typique. Danielle retint son souffle. « Excusez-moi. » Le médecin se tourna vers elle, les yeux plissés. « L'écoutez, je ne sais pas dans quel genre d'endroit vous pensiez entrer, mademoiselle Carter. Ce n'est pas une clinique publique. C'est un établissement spécialisé, destiné aux futures mères soucieuses de leur santé et de l'avenir de leur enfant. Pas aux femmes qui arrivent seules, comme si elles sortaient d'une gare routière. » Danielle se leva lentement, les poings serrés. « J'ai pris ce rendez-vous. Je l'ai confirmé. Je suis venue ici respectueusement. » Le docteur Albert s'approcha, la voix sifflante. « Vous êtes toujours respectueuse quand vous voulez quelque chose. Et puis vous apportez le drame, la perturbation, les accusations. Pas aujourd'hui. Pas dans mon établissement. » Le cœur de Danielle battait si fort qu'il semblait résonner contre les murs. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Sa voix tremblait, mais elle parlait avec dignité. « Très bien. Je pars. Je n'ai pas à rester ici à me faire insulter. »« Oh, vous ne partez pas tout de suite, » ricana le docteur en se tournant vers la porte. « En fait, je crois que j'ai raté quelque chose. » Elle jeta un coup d'œil au comptoir. « Ma montre. Un bracelet en platine Cartier. Je l'ai posé ici ce matin. » Puis elle se tourna lentement, délibérément, les yeux rivés sur Danielle. Et maintenant, elle a disparu. Danielle se figea. Toute technique est à éviter autant que possible, idéalement en utilisant la même interaction à chaque fois. J'en ai assez des cas de charité. Ils entrent ici et ressortent avec plus qu'ils n'ont apporté, s'exclama le docteur Albert. La sécurité sera là sous peu. Ne rendez pas les choses plus difficiles. Avant que Danielle puisse répondre, le docteur était déjà parti. La porte claqua derrière elle. De nouveau seule, Danielle fixait le sol,
l'incrédulité mêlée à une panique grandissante. Elle prit son téléphone, mais il était trop tard. Des pas résonnaient déjà dans le couloir. Des pas lourds, mesurés, comme un verdict. Daniel s'éloigna instinctivement de la porte, une main protectrice posée sur son ventre. 2 agents de sécurité entrèrent, tous 2 hommes, tous 2 blancs arborant la même expression impassible de détachement institutionnel. L'un était plus âgé, avec un presse-papier et un air las. L'autre était plus jeune, plus corpulent, mâchant du chewing-gum à un rythme lent et dédaigneux. Ils ne demandèrent pas la permission. Ils ne se présentèrent pas. Mademoiselle Carter, commença l'aîné d'un ton sec et récité, nous avons reçu un signalement de disparition. Le docteur Albert vous a identifié comme personne d'intérêt. Vous devrez nous accompagner. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Je n'ai rien pris. C'est une erreur. On réglera ça en bas. Le plus jeune s'avança. Vous pourrez vous expliquer au bureau de la sécurité. Daniel ne bougea pas. Je suis enceinte, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne me sens pas en sécurité sous escorte. J'aimerais parler à mon mari. Il est en route. Tu auras ta chance, murmura l'officier plus âgé, une fois que nous aurons terminé. Elle essaya de tenir bon, mais la pression de leur présence, les flanquant de chaque côté, ne lui laissait plus d'espace. Elle les suivit silencieusement à travers les couloirs arrière de la clinique, des couloirs non destinés aux patientes, longeant des portes de personnel et des armoires verrouillées, l'air chargé d'eau de javel et de bureaucratie. Ils arrivèrent devant une porte grise, sans étiquette. Le plus jeune l'ouvrit, révélant une petite salle de sécurité, faiblement éclairée par un unique néon vacillant. Au centre trônait un bureau en métal, flanqué de classeurs et d'un mur de moniteurs obsolètes affichant des images de caméras de surveillance granuleuses. « Asseyez-vous », ordonna l'officier. Daniel regarda la chaise en plastique dur, boulonnée au sol, et hésita. Puis elle s'assit lentement, ajustant sa robe autour de ses genoux, les mains posées sur son ventre, le bout des doigts tremblant. « S'il vous plaît, dit-elle doucement. Je dois appeler mon mari. » C'est un téléphone fédéral, aboya le plus jeune. Quoi? Donnez-le-moi. Il tendit la main. Daniel sortit son téléphone de son sac à contre-cœur et le posa sur le bureau. L'officier le saisit, l'éteignit et le glissa dans un tiroir avec un bruit sourd. Nous le retenons jusqu'à ce que cela soit résolu. Vous ne pouvez pas juste prendre. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, dit le plus âgé avec un calme exercé. Mais vous êtes détenu pour enquête. Vous devrez coopérer. Son cœur battait fort, de façon erratique, remontant dans sa gorge. Détenu? Répéta-t-elle. Pourquoi? Où est la preuve que j'ai pris quoi que ce soit? Je ne me suis même pas approché de son bureau. Nous ne sommes pas là pour discuter, l'interrompit le vieil homme. Nous sommes là pour vérifier le rapport. Une fois que nous aurons terminé, vous pourrez partir. Daniel les regarda tous les 2. Les murs semblaient se refermer. Il n'y avait pas de caméra dans la pièce. La lumière vacillante bourdonnait comme si elle avait une rancune. C'est mal, dit-elle doucement, mais avec fermeté. Je suis venue ici pour prendre soin de mon bébé. Je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer ici et de me traiter comme une criminelle. Le jeune officier croisa les bras, les lèvres retroussées en un ricanement. Madame, épargnez-nous la performance. Vous voulez de la sympathie? Vous êtes au mauvais endroit. Sa lèvre tremblait, mais elle serra la mâchoire, ravalant le cri qui lui montait à la gorge. Son corps lui faisait mal. Son estomac se serrait. Le bébé bougeait en elle, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Elle inspira par le nez, lentement, régulièrement, comptant ses respirations comme un bouclier contre la panique. L'officier le plus âgé griffonna quelque chose sur un formulaire. Le plus jeune s'adossa au mur, mâchant son chewing-gum plus fort, comme si son inconfort était une blague. Il ne l'interrogeait pas. Il ne cherchait rien. Il la gardait, la retenait, l'isolait simplement parce qu'il le pouvait. Les minutes s'écoulèrent lentement. Daniel fixait le mur blanc devant elle. Elle imaginait Ethan franchissant la porte d'entrée de la clinique à cet instant précis, demandant à la voir à l'accueil.
Elle imaginait la réceptionniste hésitante, les rouages de son esprit tournant lentement, la façon dont ses yeux se plisseraient, et elle imaginait ce qui se passerait quand il comprendrait où elle se trouvait. À la réception du centre médical pour femmes d'Eastbrook, Ethan Carter franchit les portes vitrées d'un pas mesuré. Ses chaussures noires, impeccablement cirées, claquaient doucement contre le sol en marbre. Costume anthracite sur mesure, l'épingle en or du ministère de la Justice brillant juste au-dessus de sa poche de poitrine. Sa silhouette était grande, posée, et dégageait encore le genre d'intensité contrôlée qui émanait d'années de service fédéral. Sa peau, d'un riche acajou foncé, contrastait fortement avec la luminosité stérile de la salle d'attente, attirant des regards à la fois prudents et calculateurs. Mais Ethan ne jeta pas un regard en arrière. Ses yeux étaient fixés droit devant. Il s'approcha de la réception, où la même jeune réceptionniste blonde leva les yeux, son sourire automatique s'effaçant dès qu'elle croisa son regard. « Bonjour. Je cherche Daniel Carter, » dit-il d'une voix égale, grave et calme, mais empreinte d'autorité. Elle avait rendez-vous à 10h30 avec le docteur Albert. Je suis son mari. La réceptionniste cligna des yeux, ses doigts figés au-dessus du clavier pendant un demi-temps de trop. Un instant, monsieur. Laissez-moi vérifier. Le regard d'Ethan ne vacilla pas. S'il vous plaît, faites-le. Elle tapota nerveusement, puis plissa les yeux vers l'écran. Il est indiqué qu'elle n'est actuellement pas dans la salle d'examen. Où est-elle? La question fut posée doucement, d'un ton neutre, mais quelque chose dans sa voix la fit lever brusquement les yeux. La sécurité a été informée d'une situation? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Quelle situation? Sa voix était plus ferme, toujours professionnelle, toujours civilisée, mais indéniablement autoritaire. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je pense qu'elle est en bas, dans le bureau de sécurité. Il y a eu un malentendu. Le docteur Albert. Je dois la voir maintenant. Ethan se pencha légèrement en avant, juste assez pour faire comprendre que ce n'était plus une demande. L'emmenez-moi là-bas. Ou appelez quelqu'un qui le fera. La réceptionniste se leva, le visage pâle. Je vais appeler le chef d'étage. Pas besoin. Il fouilla dans sa veste, en sortit un fin portefeuille en cuir et l'ouvrit avec une précision experte. À l'intérieur se trouvait un badge d'identification fédéral portant le sceau du ministère de la Justice des États-Unis et son titre complet, directeur adjoint du Bureau de l'application des droits civils. Le souffle de la femme s'accéléra. Il laissa le badge à sa vue exactement 3 secondes, puis le remit dans sa poche. Où est le bureau de sécurité? Elle bégaya. Au bout du couloir, après la première porte à gauche de l'ascenseur du personnel. Sans un mot de plus, Ethan se retourna et marcha. Ses pas étaient vifs, inébranlables, comme s'il avait déjà parcouru ces couloirs des centaines de fois. Ses doigts se recroquevillaient fermement tandis qu'il se balançait à ses côtés. Il ne se précipitait pas, mais la tension dans ses épaules était évidente. Quelqu'un était sur le point d'apprendre qu'il avait fait la plus grave des suppositions. Il arriva dans le couloir stérile, passa une porte non autorisée, et entra dans les sous-sols de l'établissement. Une porte métallique se dressait devant lui, légèrement tremblante, des voix étouffées se faisant entendre derrière. Il la poussa pour l'ouvrir. À l'intérieur, Daniel était assise, raide, sur une chaise, les mains posées sur son ventre. Son expression, un mélange de peur et de fureur, était retenue par une dignité tremblante. 2 officiers se tenaient à proximité, surpris par l'intrusion. Le plus jeune se redressa, les gencives toujours coincées entre ses dents. Les yeux du plus âgé se rétrécirent. « Pouvons-nous vous aider ?» Ethan entra complètement dans la pièce. « Oui, » dit-il. Son ton ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. Vous pouvez m'aider en vous retirant et en m'expliquant en détail pourquoi vous avez illégalement détenu ma femme sans motif valable, sans avocat et sans accès à ses biens personnels. Les officiers se figèrent. La tête de Daniel se tourna brusquement vers lui, un halètement s'échappant de ses lèvres. Ethan. Il s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. Je suis là. C'est fini maintenant. Puis il se tourna vers les gardes, sa voix soudainement devenue silencieuse. Je veux le nom de la personne qui a ordonné cette détention,
le rapport qu'il a autorisé, et l'accès à chaque minute d'images de surveillance impliquant ma femme. Immédiatement, le jeune officier fit un pas en arrière. Le plus âgé hésita. Ce n'est pas. Regardez, nous suivions simplement le protocole. Vous n'êtes pas formé en droit constitutionnel. Je le suis, interrompit froidement Ethan. Et vous en avez violé plusieurs. Maintenant, montrez-moi les images, avant que j'appelle le procureur général de l'État. La pièce devint silencieuse. Daniel ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue non par faiblesse, mais par pur soulagement. L'air dans la salle de sécurité devint cassant. Personne ne bougea. Le bourdonnement de la lumière fluorescente au plafond semblait plus fort, plus aigu, comme si même l'électricité ressentait le changement. Ethan se tenait droit, stable, sa présence comme une tempête silencieuse attendant d'éclater. Daniel, assise derrière lui, le regardait avec de grands yeux, sa peur tempérée par une forme de crainte. Il n'avait pas élevé la voix, mais la force de ses mots avait envoyé un frisson dans la pièce, plus fort que n'importe quelle menace. Le jeune garde, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge et murmura. Ce n'était pas intentionnel. C'était juste une précaution. Ethan ne lui jeta même pas un coup d'œil. Votre approche de la précaution consiste donc à détenir une femme enceinte sans preuve, à lui refuser l'accès à ses communications, et à confisquer ses biens? Ce n'est pas de la précaution. C'est de la négligence. Et une séquestration illégale. L'officier le plus âgé, plus expérimenté mais visiblement ébranlé, tenta de sauver la face. Monsieur, le docteur Albert a signalé un objet manquant et l'a identifié comme la dernière patiente présente dans la chambre. Nous avons suivi le protocole. Montrez-moi les images, dit Ethan d'un ton sec. Tout de suite, hésita l'officier. Nous n'y sommes pas autorisés. Où vous l'êtes maintenant? Ethan sortit à nouveau ses papiers et les tint fermement en l'air. J'invoque une surveillance immédiate au titre de la protection civile fédérale. Si vous attendez une minute de plus, cela devient une obstruction. La pièce se mit en mouvement. Le poids de l'autorité ne reposait pas sur leurs uniformes, mais sur le badge fédéral qu'Ethan tenait comme un scalpel. L'agent le plus âgé hocha la tête avec raideur, se tourna vers la console murale, et commença à visionner les images de sécurité. Tandis qu'il tapotait nerveusement, les écrans clignotèrent. Les images du couloir, des salles d'attente, puis enfin l'angle extérieur de la salle d'examen que Daniel avait visité s'affichèrent. L'horodatage indiquait 10h41. Daniel entra seul, calme et poli. Elle ne toucha rien d'autre que la poignée de porter le siège. Elle ne s'approcha jamais du comptoir. Puis, à 10h52, le docteur Albert sortit, jeta un coup d'œil au plateau vide, se toucha le poignet, puis s'éloigna avec une agitation croissante. Arrêt sur image. Zoom sur ce plateau, ordonna Ethan. L'agent obéit. L'image s'affina. Une montre Cartier en argent étincelante était posée près de la boîte de mouchoirs. Elle l'a laissée, murmura Daniel derrière. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'incrédulité. Avancez, dit Ethan. L'image sauta. À 10h54, un agent de nettoyage entra brièvement, ne toucha pas au plateau, puis repartit. 10h59. La montre était toujours là. Puis la caméra s'éteignit. Ethan se retourna brusquement. Où sont les autres? C'est à ce moment-là que l'équipe de nettoyage relève, dit l'agent. Il y a un angle mort dans la transmission? Pratique, murmura Ethan. Sa voix était comme une lame enveloppée de soie. Il se tourna vers un tiroir, l'ouvrit, et récupéra le téléphone de Daniel. Il le lui rendit doucement, puis s'adressa de nouveau au garde. Détenir ma femme sans procédure régulière est une violation des droits civiques. Lui refuser son autonomie médicale alors qu'elle est enceinte confine à une mise en danger imprudente. Je dépose des plaintes officielles auprès du ministère de la Justice, et un rapport d'incident public sera soumis au Conseil des licences avant la fin de la journée. Je vous suggère de préparer vos déclarations. Aucun des deux officiers ne répondit. Le poids des représailles fédérales planait dans la pièce comme un orage. Les mains de Daniel serraient le téléphone comme si c'était la vie elle-même. Elle se leva lentement, encore tremblante,
mais plus grande maintenant, portée par la protection qu'on ne lui avait pas accordée jusque-là. Je veux monter, dit-elle doucement. Je veux revoir ce médecin. Ethan hocha une fois la tête. Allons-y. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage d'Eastbrook Medical. Et, pour la première fois ce matin-là, tous les regards dans le couloir se tournèrent vers eux, non pas parce que Daniel se tenait là, mais à cause de celui qui marchait maintenant à ses côtés. Les pas d'Ethan Carter étaient mesurés, mais sa présence rompit le calme stérile comme un signal d'alarme. Daniel marchait légèrement derrière lui, non plus secoué, mais centré, le menton levé, la foulée assurée. Sa douleur s'était transformée en quelque chose de plus fort, un objectif. Un administrateur en uniforme attendait devant la salle de conférence vitrée, visiblement tendue. « Monsieur Carter, Madame Carter » balbutia-t-il. Le docteur Albert est à l'intérieur. Nous avons convoqué le comité d'éthique interne pour un examen immédiat. Ethan hocha la tête. Commençons. À l'intérieur, une longue table en verre s'étendait sous un éclairage intense. 3 membres du comité étaient assis à une extrémité, 2 hommes et une femme, tous blancs, visiblement perturbés. Le docteur Lindsay Albert était assise à l'autre bout, les lèvres pincées, les bras croisés, la posture toujours fière, mais une tension autour des yeux trahissait sa confiance vacillante. Daniel prit place face à elle. Ethan resta debout, son badge visible. Personne ne parla dans un premier temps. Puis, le président du comité s'éclaircit la gorge. Nous avons visionné les images préliminaires. Monsieur Carter, nous comprenons que vous souhaitez intenter une action en justice. Ethan déposa une fine pile de documents sur la table, dactylographiés, signés et horodatés. Ma femme a été faussement accusée de vol, détenue illégalement, privée d'accès à la communication et humiliée dans un établissement médical alors qu'elle était sous vos soins. Nous disposons d'images prouvant que le vol présumé n'a jamais eu lieu. Nous avons également des enregistrements audio de propos dégradants. Des commentaires à caractère raciste faits par votre médecin traitant ? C'est moquer le docteur Albert. C'est absurde. J'ai suivi le protocole. J'avais toutes les raisons de soupçonner. Vous aviez toutes les raisons de supposer, l'interrompit froidement Ethan. En vous basant uniquement sur son apparence. Pas sur son comportement. Pas sur les faits. Juste sur la couleur de sa peau et l'absence d'un homme à ses côtés. Daniel se tourna alors, la voix claire et posée. Vous m'avez regardé et vous avez vu quelque chose de jetable. Vous n'avez vu ni une enseignante, ni une épouse, ni une future mère. Vous n'avez même pas vu une personne. Vous avez vu un problème. Vous m'avez humilié pour être entré dans un espace où j'avais parfaitement le droit d'être. Le docteur Albert plissa les yeux. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La voix de Daniel ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Vous m'avez dit que j'étais probablement abandonnée. Que j'avais l'air de sortir d'une gare routière. Vous m'avez traité de voleuse avant même de m'adresser la parole comme à un être humain. Le silence retomba. Les membres du comité échangèrent un regard. L'un d'eux remua, mal à l'aise. Ethan s'avança. Les actions du docteur Albert ne sont pas seulement contraires à l'éthique. Ces faits sont passibles de poursuite. Nous avons engagé une action en justice fédérale pour violation des droits civiques. Mais, au-delà de cela, nous demandons, de la transparence, des excuses publiques écrites, une réforme institutionnelle, une formation obligatoire contre les abus raciaux et sa suspension immédiate. La voix du président du conseil d'administration se brisa légèrement lorsqu'il répondit. Nous allons commencer la procédure immédiatement. À la fin de la réunion, le docteur Albert se leva brusquement, faisant basculer sa chaise, et quitta la pièce sans un mot. Personne ne la retint. Personne ne la suivit. Plus tard dans la semaine, la clinique publia une déclaration officielle reconnaissant l'incident. Le docteur Lindsay Albert fut placé en congé administratif pour une durée indéterminée. Une révision complète des procédures relatives aux droits des patients fut lancée. Quant à Daniel, elle reçut bien plus que de simples excuses. Elle fut totalement disculpée mais elle ne s'arrêta pas là. 2 semaines plus tard,
Danielle se tenait à une tribune, devant la même clinique, entourée de son mari et de défenseurs locaux des droits civiques. Les journalistes étaient rassemblés, les micros pointés vers elle. Elle prit la parole calmement, mais avec détermination. Il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de toutes les femmes noires. De celles qui entrent dans une pièce et sont immédiatement considérées comme inférieures. Il s'agit des systèmes qui permettent cette hypothèse. Il s'agit de dire haut et fort que nous méritons mieux. Nous ne resterons pas silencieuses. Nous n'aurons pas peur. Nous ne disparaîtrons pas juste pour vous mettre à l'aise. La foule applaudit, non pas bruyamment, mais avec force. Un tonnerre silencieux d'approbation. Ethan se tenait à ses côtés, la fierté gravée sur chaque trait de son visage. Et tandis que le soleil perçait les nuages, Danielle baissa les yeux vers son ventre, la vie qui grandissait en elle, et sourit pour la première fois de la semaine. Non pas parce que tout était réglé, mais parce que quelque chose avait enfin commencé à changer.